Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une vidéo consacrée à la fois la régulation, puisqu'on a des dates qui arrivent assez bientôt et qui vont être relativement importantes, et puisque c'est la grosse narration du moment, et également à l'inflation. Deux narrations qui sont importantes pour Bitcoin, bien évidemment, enfin pour la crypto dans son ensemble. Donc du coup, vous allez voir qu'on va essayer d'aller balayer un petit peu tous ces sujets en rentrant bien dans le sujet. On est là sur le Bitcoin face au dollar en daily. J'en profite pour vous dire, comme d'habitude, de pas hésiter à nous rejoindre sur le Discord, mettre un like, surtout ça c'est important, et activer la cloche des notifications. Alors, Bitcoin face au dollar, on est toujours dans ce biseau descendant. Biseau descendant, généralement c'est une figure qui est plutôt haussière. En général, on dit que ce type de biseau est prêt à casser à peu près quand on arrive aux 2/3 de la figure. Donc là, vous voyez que ça pourrait traîner encore un petit peu dans la zone pendant un petit moment. Mais dès qu'on aura la confirmation de la cassure de biseau, bien évidemment, quand on viendra casser ici en haut, si c'est le cas. Et on a plusieurs targets différentes, mais on cherche souvent à aller chercher soit le point haut du biseau, soit le haut de la vague 2. Vous voyez ici 1, 2, 3, 4 et 5. Il se pourrait que ce biseau soit désormais terminé, c'est-à-dire qu'on ait trouvé les plus bas ici, avec ce très léger double bottom, vous le voyez ici en daily. Maintenant, on attend bien évidemment des signaux un peu plus encourageants de ce côté-là. Ce qu'on peut dire, en tout cas d'une certaine manière, c'est que il y a déjà une mauvaise nouvelle en daily, hein, c'est que vous voyez qu'on a clôturé le niveau qui est ici. On n'avait jamais fait une bougie entière, le corps entier d'une bougie sous ce niveau des 26 399. Et là, vous voyez que c'est le cas avec la bougie de hier dimanche qui n'a pas réussi à réintégrer ce niveau. Donc ça, c'est plus ou moins une mauvaise chose. Du coup, ici, on peut noter éventuellement ce niveau comme, voilà, c'est désormais un peu moins un support que par le passé, enfin, en daily en tout cas. Et ici, on a ce dernier support ici en 4 heures qui éventuellement peut tenir. On voit ici qu'il y a peut-être une structure de retournement un petit peu sur le modèle de ce qu'on avait eu ici, mais pour le moment ça pousse pas plus que ça. Donc voilà, on peut quand même remarquer ici que on a une très légère tendance haussière avec des plus hauts qui sont de plus en plus des plus bas qui sont de plus en plus hauts et des plus hauts qui sont de plus en plus hauts également. Maintenant, on va voir si tout ça se tient et si éventuellement ça accélère en poussant vers le haut. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette trend de distribution qu'on avait ici, eh bien, elle a été clôturée également. Donc ça, c'est bien. La distribution est effectivement peut-être en train de se calmer. Si on devait décaler cette trend au nouveau point de distribution, vous voyez qu'elle repousse par 2 fois le prix. Donc du coup, on va tenir cette trend là et ce niveau-là comme étant, on va dire, la contraction en 4 heures de ce qu'il est en train de se passer. Pour moi, la 4 heures est baissière, toujours. Hein, vous comprenez ici que on a quelque chose qui ressemble à ça, hein, tout simplement. Et pour le moment, un premier signal qu'on pourrait éventuellement se retourner, ça serait de casser la 4 heures qui est ici. Donc faire un corps de bougie entier à l'extérieur de cette trend voudrait dire qu'on la clôture, un petit peu sur le modèle de ce qu'on vient de faire. Et puis voilà. Donc voilà, pour moi, on est sur un triangle descendant, là, concrètement. Sur la 1 heure, on est haussier, hein, ça se voit, c'est ce que je vous ai montré, où on a une petite structure de retournement potentiel. Éventuellement, si on devait poser la trend en 1 heure, on pourrait éventuellement faire quelque chose comme ça, je pense. Voilà, c'est plutôt propre ici. C'est plutôt propre comme ça. Et donc du coup, bien évidemment, la labellée comme étant une 1 heure. Donc là, on a cette petite 1 heure qui est en train de tenir éventuellement. Et puis, cette 4 heures qui nous repousse pour l'instant. On a bien mis en avant la compression du prix. Le prix compresse toujours en permanence. Et vous pouvez ici avoir une trend d'accumulation et de distribution que vous pouvez voir dans différentes time frames. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire là-dessus? Non, pas tellement. On a peut-être cette petite structure de retournement, encore une fois. Pour l'instant, pas de confirmation tant qu'on n'a pas repris, déjà dans un premier temps, ce niveau-là, qui risque de faire résistance, et également celui-ci. Et puis plus précisément, même, on peut le voir là, le niveau des 26 700. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à reprendre ce niveau? Alors, on va passer là, donc, du coup, plus ou moins à de la news. Avant ça, je vais quand même faire Ethereum. Très sensible dépréciation de Ethereum par rapport à Bitcoin. Donc là, pour le coup, on était sur un ça passe ou ça casse. Et en l'occurrence, vous voyez qu'on s'est fait rejeter par ce niveau. Donc pour le moment, on va dire que la trend en daily risque d'être perdue là. Attention, parce qu'on avait une trend qui était vraiment très propre ici en daily. Et là, vous voyez que on a fait une clôture en dessous.
Donc pour le moment, on n'est pas sur quelque chose de très encourageant de ce côté-là. Ça aurait été bien de tenir à minima cette trend et de continuer à pousser pour éventuellement casser les 0,70. Je pense que c'est que partie remise. Vous le voyez ici sur la dominance où on tient pour le coup la trend sur Ethereum, mais Ethereum qui ici est plus ou moins dans le bain actuel un petit peu des altcoins qui ont pas mal saigné ces derniers temps sur fond de logique de régulation. Vous voyez que le niveau de support ici en daily il tient sur Ethereum pour le moment, contrairement à Bitcoin où on avait perdu ce niveau. Comprenez que là c'est l'attaque du grand V précédent. Si je vous remets sur Bitcoin, on est déjà en train d'enfoncer ici le clou. Donc personnellement moi ça ne remet pas en cause mon scénario entre guillemets sur lequel Ethereum pourrait éventuellement surperformer Bitcoin dans les prochains temps. Maintenant la chose qui pourrait éventuellement ne pas aller dans ce sens-là, c'est plus ou moins la Bitcoin dominance. Vous voyez que sur la Bitcoin dominance, on a cassé quelque chose. Là, on est potentiellement ici en train de clôturer. En fait, on avait un range ici, duquel on pouvait se dire que cette résistance allait nous repousser. Et malheureusement, là, on a un breakout là-dessus. Est-ce que ça veut dire que ça va nécessairement ici tenir des targets beaucoup plus haussières? Alors, des targets haussières, oui, on peut en trouver. Par exemple, si jamais on considère que tout ça, c'est un énorme W, un double bottom, vous imaginez bien que ça pourrait nous emmener la Bitcoin dominance à 50%, donc on va mettre la target ici. C'est pas mon scénario privilégié au sens où pour moi on est quand même sur des niveaux qui déjà sont conséquents ce qui concerne la dominance de BTC, mais vous voyez que ici ça pourrait faire sens que de venir à minima retester le pic précédent qui était là. Donc ça veut dire concrètement une Bitcoin season qui continue. Ça peut être le cas, si puisqu'on a fait cette cassure, on était sur résistance ici, cette résistance entre guillemets potentiellement ne va pas résister, sauf si on est sur un fake out, c'est-à-dire un endroit où finalement on réintègre rapidement cette dominance un petit peu plus bas, mais du coup, et en l'occurrence également, sur l'Ethereum dominance, du coup on peut peut-être se dire que cette résistance là pour le coup va tenir et repousser Ethereum vers le bas. Donc là il faut vraiment un petit peu choisir son camp sur performance ou pas de Ethereum par rapport à Bitcoin. Moi personnellement j'ai tendance à dire on a quand même maintenant, on peut pas vraiment considérer qu'Ethereum est une altcoin, c'est un petit peu autre chose, et on a plutôt je dirais Bitcoin, Ethereum et le reste. Donc étant donné que le reste a énormément corrigé ces derniers temps, on va faire l'analyse du reste aussi pour être un petit peu complet. Vous voyez qu'ici sur le total 3, donc c'est le total de la market cap sans Bitcoin et sans Ethereum, eh bien on a complètement craché, on a perdu totalement ce support là et on est potentiellement en train de venir visiter vraiment l'extrême support si jamais c'était le cas. Est-ce que les altcoins peuvent corriger plus? Bien évidemment, c'est pas mon cas privilégié personnellement du tout. Mais c'est tout à fait possible. Maintenant, celui qui a manqué, on va dire, cette zone-là, et qui aujourd'hui n'achète pas les altcoins qui l'intéressaient, alors qu'il s'était déjà mordu les doigts de ne pas les avoir achetés ici, j'ai envie de dire à ce moment-là, il faut peut-être trouver un autre marché, trouver autre chose, faire autre chose peut-être, mais là si vous avez raté des points d'achat dernièrement, comprenez que le fait qu'on les retouche en ce moment c'est plus une opportunité qu'autre chose. Cela dit, fonds de régulation aux États-Unis effectivement avec ce procès contre Binance et Coinbase, donc ça c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement avoir comme bonne nouvelle? On pourrait éventuellement avoir quelque chose demain qui se trame. C'est le fait que les Inman Documents vont être révélés. Qu'est-ce que les Inman Documents? Inman était le directeur de la SEC avant Gary Gensler et il avait à l'époque dit que effectivement Ethereum n'était pas une security, etc. Il avait eu même plusieurs rendez-vous avec XRP et concrètement les Inman Documents c'est ça, c'est-à-dire ils sont sous scellés. Ça veut dire que il y a des portions qui ont été rédigées. Qu'est-ce que ça veut dire rédiger une portion? Ça veut dire tout simplement faire ça. C'est-à-dire masquer une partie du texte en considérant que elle n'a pas à être divulguée. Et demain, le juge a décidé que on allait dévoiler ces parties du texte-là. Et concrètement, donc elles tiennent aux positions qu'avait Inman au moment où il était effectivement directeur de la SEC. Et vous voyez que ça concerne quand même une bonne partie des documents. Notamment, est-ce que Inman a fait partie ou pas de l'Ethereum Foundation?
inflation, donc ça peut répondre ici à pas mal de choses, ça peut amener du grain à moudre et ça dans le bon sens pour la partie Ripple dans le procès contre la SEC. Il faut bien comprendre que le procès Ripple contre la SEC, ou plutôt la SEC contre Ripple puisque c'est la SEC qui attaque, ce procès-là est la trame de fond de la régulation crypto. Le fait qu'il y ait eu une attaque sur Ripple à ces moments-là, eh bien a un petit peu plombé déjà le dernier bear market, puisque tout simplement, ce qu'il faut comprendre là, et j'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, est-ce que quand un coin est déclaré comme une security, est-ce que c'est forcément ça veut forcément dire que ce coin est mort ou quoi que ce soit? Non, pas forcément. C'est pas forcément le cas. Maintenant, ça veut dire par contre beaucoup plus de difficultés à rentrer sur ce type de coin que si jamais ça avait été évoqué comme une commodité ou une troisième classe, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens ici qui disent il devrait y avoir les commodities, les securities et puis les assets digitaux, tout simplement, un petit peu comme sur le modèle de ce qu'a fait l'Europe avec la réglementation MiCA. Cela dit, il faut, ou alors, au moins, qu'on dessine une ligne qui est claire entre qu'est-ce qu'une commodity et qu'est-ce qu'une security, puisque, et c'est un peu le projet, on va dire, de réglementation crypto qui est porté par les Républicains, qui est actuellement mis à l'honneur qui est un projet de loi qui est actuellement débattu. Maintenant, donc ça veut dire c'est plus compliqué. Oui, si vous êtes une security, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de faire rentrer les gens dans ces contrats d'investissement puisqu'ils vont être extrêmement surveillés. Ça va être compliqué aussi pour les exchanges et ceux qui les ont éventuellement mis sur le marché puisque a posteriori on peut leur mettre des amendes. Donc du coup ils vont devoir payer des amendes sur des montants qui sont relativement faramineux. Donc ça bien évidemment ça risque de plomber les altcoins effectivement qui sont dans ce cas-là. Et puis voilà. Mais on peut pas dire que c'est à Gary Gensler de décider qu'est-ce qui est une security ou une commodity, c'est tout simplement soit le juge qui va le faire, soit la régulation si jamais elle sort avant. Donc ça, c'est deux choses qui sont extrêmement importantes. Ce qu'il faut comprendre maintenant également, c'est que quand vous êtes un énorme fonds d'investissement, vous devez savoir sur quoi vous investissez. À partir du moment où vous ne savez pas si c'est une commodity ou une security, vous prenez un risque. Et en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que beaucoup de hedge funds sortent tout simplement, étant donné qu'il y a un petit peu un brouillard autour du fait de savoir quels sont exactement ces assets, et bien du coup ils en sortent leurs investissements, ce qui a provoqué le crash sur une partie des altcoins qui nous a donné un crash d'une 25-30% sur certaines altcoins, y compris des capitalisations assez importantes. Donc ça c'est important. La troisième chose aussi, c'est que théoriquement, si vous êtes coté en bourse en tant qu'investisseur, vous ne pouvez pas en théorie, sans remplir des documents spéciaux, avoir plus de 40% de vos investissements qui sont faits sur des securities. Si jamais ensuite vous allez aller sur plus que ce pourcentage-là, et bien à ce moment-là, vous exposez à beaucoup plus de contraintes également du côté de la SEC. Donc pour les entreprises publiques, les grosses institutions, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer bien évidemment sur ce type d'asset et ce surtout en ce moment. Ça ne veut pas dire que ce type d'asset est mort, etc. Ça veut dire que ça sera beaucoup plus compliqué de faire rentrer de l'argent dessus. Les exchanges auraient le droit éventuellement de les mettre sur le marché, mais ils devraient bien évidemment vous faire signer directement des contrats d'investissement, des choses comme ça. Et en l'occurrence, voilà ce qui va être révélé demain par rapport à XRP. Pour moi, c'est une date relativement importante. Il y a certaines personnes qui disent que ça pourrait être un pétard mouillé. C'est possible, mais pour moi, je pense que c'est la révélation de ces documents pourrait éventuellement, ou à ce moment-là, pourquoi on aurait grisé ces parties-là si jamais elles n'ont pas effectivement un intérêt pour le procès. Donc on va voir ça. Le Crypto Total 3, il faut comprendre qu'il a largement plombé, là, léger rebond, mais il a très largement plombé quand même ces 2 ou 3 derniers jours. Et vous voyez qu'on a quelques alts qui se remettent, plus 5% sur certaines, mais on n'est pas du tout sur des rebonds conséquents, on n'est pas sur une engulfing ou ce genre de choses. Donc ça, il faut bien le comprendre. La deuxième chose maintenant qui va sortir demain, c'est bien évidemment le CPI. Donc le CPI, quels sont les consensus et à quoi s'attend le marché? Vous voyez ici que on aurait un headline CPI à 4,1 au lieu de 4,9. Donc une baisse de 0,8% de l'inflation, ce qui serait vraiment plutôt une bonne chose. Vous comprenez que ça fait 20% de l'inflation qui baisse d'un coup, en tout cas sur le year over year. Également le précédent
an qui était ici à 0,4 en month over month sur le core, c'est-à-dire l'inflation sous-jacente. On enlève ici le pétrole et la bouffe, et là ça nous donne effectivement un 0,4, et le headline, donc du coup en incluant la bouffe et le pétrole, on était à 0,4 et on serait à 0,2. Personnellement, je pense que ça pourrait être un peu plus, c'est-à-dire que si je regarde, donc là vous comprenez, on dit que on est sur un consensus encore une fois à 4,1. Alors, qu'est-ce qui va dans le sens de ce 4,1 ? C'est l'outil de la Fed qui effectivement nous donne et vous comprenez que c'est sorti le 9 juin ici, donc on est vraiment à jour sur les datas. L'outil de la Fed de Cleveland qui nous donne des prédictions à 4,1, donc c'est tout à fait possible qu'on soit dans cette zone-là. Maintenant, quand on regarde Trueflation qui est un agrégateur de prix en ligne, vous voyez qu'on est déjà à 2,75, et en l'occurrence sur le mois de mai, si je vous prends le 1er mai, au 1er mai, on aurait été à 3,95 et pendant le mois de mai, on a pas mal baissé et on a terminé à 2,84, donc une baisse de 1,10. Comprenez que ici, le consensus nous donne une baisse de 0,8 et Trueflation nous dit que ça pourrait être le double. Alors, est-ce qu'on suit l'outil de la Fed ? Est-ce qu'on suit Trueflation ? Bien évidemment, ça tient un petit peu à ce que à ce que vous voulez faire vous. Personnellement, en tout cas, je pense qu'on pourrait être sur une très bonne surprise demain à 14h30. Et bien évidemment, je ferai une vidéo tout de suite dès que ce chiffre sortira, ou alors une analyse sur le Discord. Voilà, pas grand chose sur les news, on va dire majeures, pas grand chose ici non plus du côté de Coindesk. Ici, la loi influenceur qui est publiée au journal officiel, donc ça veut dire que personnellement j'ai théoriquement plus le droit de vous faire de la pub en ce qui concerne Bybit et BitGet. Pour les liens d'affiliation. Je sais, il faut que je regarde la publication au journal parce qu'il y avait une forme de somme et personnellement moi je gagne pas grand chose avec ça. Donc il y avait une histoire de somme aussi, à partir de quel endroit vous êtes réellement considéré comme influenceur, et personnellement moi ça me rapporte pas grand chose, donc si jamais la somme est relativement conséquente, on va dire, je ne pense pas être concerné. On va voir si c'est le cas. En tout cas pour aujourd'hui, pas de page de pub, mais voilà. La SEC qui... regardez ça. Je mets en pause, je lis l'article et je vous dis ce qu'il en est. Oui, donc en fait c'est un article sur les gains de la Fed au travers de tous leurs procès, etc. et qui aurait augmenté d'une petite dizaine de pourcents sur l'année 2022, mais c'est pas forcément ici extrêmement intéressant. Pareil, on va passer ici apparemment une liquidation de 150 millions de BNB, tandis qu'on a un prêt qui arrive à expiration. Ici pareil, on va passer là-dessus. Donc voilà, ici peut-être, voilà, ça serait plus ou moins la news qui serait vraiment pas une très bonne news pour les alts, en tout cas pour les exchanges d'une manière générale. Un ancien officiel de la Fed qui prédit que le Department of Justice va venir attaquer Binance, c'est-à-dire tout simplement ici que l'action va se doubler d'une action, on va dire, directement engagée par le gouvernement américain d'une certaine manière, ou en tout cas le procureur. Ici, les stocks qui sont pas mal montés alors qu'on attend des inflations, des données, des datas sur l'inflation qui sont extrêmement importantes. Calendrier économique, je vous en ai déjà parlé, 13 juin, donc on aura effectivement le CPI qui va sortir. 13 juin également, donc c'est là qu'on va dévoiler éventuellement dans le procès XRP contre la SEC les documents Inman. Et puis 14 juin, on aura le PPI, mais surtout, et bien sûr beaucoup plus important, l'annonce de la Fed de ce qu'elle va faire, le prochain FOMC qui commence demain et qui se terminera après-demain, et sur lequel on aura bien entendu la conférence de presse de Jérôme Powell juste derrière. Voilà un petit peu en ce qui concerne les news, donc pas de page de pub aujourd'hui, et on va passer désormais sur la liquidité. Liquidité, on a 60 millions de liquidés hier, c'est-à-dire pas grand-chose. Et vous voyez ici, alors là je me suis mis en 4 heures, il faut se mettre en 24 pour vraiment voir ça. On a 11 millions, on a à peu près un peu moins du tiers, sur BTC et Ethereum. Donc voilà, une journée somme toute assez normale. Ici, vous voyez que le prix se reprend un petit peu, on touche des ordres à la vente ici aux 26 000, et puis voilà, pour le moment, on n'aura pas vraiment de véritable confirmation. Alors j'ai l'impression qu'il est un peu en retard sur la chart, là, je vais juste faire ça. Ah, alors excusez-moi, je me mets
Hop, comme ça. Tac, tac. Hop. Oui, il était un petit peu... oui. Alors, on revient en partage. Donc, quelques ordres qui ont été mangés. Il a dû me changer également un petit peu mon opacité. Voilà, on va se mettre comme ça. Quelques ordres qui avaient été mangés ici. Et vous voyez, en l'occurrence, que on n'a pas grand-chose avant les 26 202 dorénavant. Et on n'a pas grand-chose avant les 25,5, si ce n'est quelques dizaines de bitcoins, là ici juste avant, mais voilà, rien d'énorme au niveau du carnet d'ordre, on est un petit peu au milieu de rien, vous voyez qu'il n'y a pas de gros ordres qui attendent, sauf attention aux 26,2 et 26,250, où là on a quand même quelques ordres qui sont positionnés. Comprenez bien qu'à chaque fois qu'on a un vendeur et qu'on passe ces petites zones de vente, ben on a un acheteur en face. Quand on regarde ici les marchés en levier, alors j'ai pas fait de vidéo hier, mais vous voyez que c'est plutôt propre. On a pris un vieux niveau qui est ici, on a pris ce niveau-là et on a pris ce niveau-là. Comment ça s'est goupillé? Ben, on avait pas mal de shorts, donc là on a eu un tout petit short squeeze ici pour aller de 25 à 26, donc plus 600 $. Ensuite on vient corriger un peu tout le monde dans l'autre sens. Ici j'ai l'impression qu'on avait du short aussi, puisque j'ai un funding qui descend et un prix qui augmente. Bon, le niveau a été pris, donc on va pas le noter. Ici on a un peu trop de long, mais le niveau a été pris aussi. Ici on a un petit peu de short, mais le niveau a été mangé aussi. Ici le prix qui augmente et le funding qui augmente, donc on peut quand même peut-être estimer qu'il y avait un niveau de long à prendre là, mais vous voyez qu'il vient d'être travaillé également. Et là j'ai d'abord une diminution du prix avec diminution du funding, et puis ensuite j'ai une petite anomalie, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a un point de long à venir chercher ici, et autant pour moi, j'ai également un point de short en haut, puisque là, le funding descend et le prix augmente. Ici, on est quand même plutôt normal, donc j'aurais plutôt tendance à mettre ce niveau-là en trétillé, donc pour moi plus de short que de long sur les niveaux actuels, c'est-à-dire quelque chose qui serait plutôt très légèrement haussier. Voilà. Donc voilà, niveau sporadique ici et niveau plus important de ce côté-là. Est-ce que là, on a été shorté outre mesure? On a un petit point de short, vous le voyez ici, le funding qui plonge un petit peu sur ce niveau-là, mais vous voyez que ça équivaut au niveau suivant, donc voilà. On est peut-être allé en train d'aller prendre là d'ailleurs ce niveau-là. On va voir si ça passe au travers ou pas. Ici, en tout cas, j'ai une augmentation du nombre de contrats, augmentation du prix et diminution du funding, donc c'est sur ce niveau-là et quand même un tout petit peu conséquent. On va aller voir Ethereum contre le dollar désormais pour la même analyse. Alors Ethereum, il a pris son point qui est là. On avait noté quand même pas mal de longues. On avait noté un point de short ici qui n'a pas encore été pris dorénavant. Comment ça s'est goupillé? Ici, bon, c'est à peu près la même analyse que sur Bitcoin. Les niveaux sont pris également. Ici, j'ai peut-être un petit peu de short, mais le niveau est pris aussi. Ici, on augmente. J'ai un peu de long, mais le niveau a été cherché aussi. À partir de là, je suis pas mal shorté, mais le niveau a été déjà nettoyé également. Tout petit tour dans le funding négatif, vous le voyez sur Ether. Là, on a un tout petit point rouge. Et puis, derrière, j'ai plutôt du long quand même qui rentre sur tout ce mouvement-là. En tout cas, j'ai l'impression. Donc la logique est un peu différente. On pourrait revenir chercher les 1718 sur Ethereum. Ici, vous le voyez, puisque j'ai le funding qui descend, j'ai le prix qui descend, mais le funding est à l'augmentation, et l'open interest est à l'augmentation également. Ici, on continue à enclencher du long, pour moi, mais sans réelle anomalie, et par contre, on est shorté à partir de là. Donc, on peut estimer qu'il y a un tout petit point à venir prendre là. Mais pour le coup, sur Ether, j'ai l'impression que on est sur en tout cas les 2 derniers jours, très légèrement plus longué que shorté. On va voir si c'est le cas sur les poches de liquidité. Alors les poches de liquidité, eh bien sur Bitcoin, vous le voyez, on est désormais avec un delta de 5 milliards en position leveragée qui sont au-dessus du prix. Donc ça veut dire que c'est plutôt haussier. Maintenant, vous voyez que les grosses positions ont déjà été prises. Là, les grosses positions en levier 100, on voit que ça a quand même pas mal nettoyé la zone où on est dans le vert foncé. On en a sans doute encore un petit peu à prendre et j'aurais tendance à dire jusqu'au 26,3. Pour le moment, on va dire que 26,3 à court terme est un chouette niveau éventuellement. Sur Ether, eh bien, on est à
5 milliards, donc à peu près la même chose que Bitcoin. Ether théoriquement a moins d'open interest, donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus shorté que Bitcoin. Et vous voyez également, on a peut-être une zone ici, là où on a un petit peu du vert foncé, là dans cette zone-là. On en a encore un petit peu ici au-dessus, mais globalement sur du très court terme, 1788. On avait mis en avant aussi hier qu'il y avait peut-être des choses à venir prendre autour des 1800, donc pourquoi pas. Et ça, c'était avant-hier, pardon. Au niveau shorter contre longueur sur les 12 dernières heures, vous voyez qu'on est plus shorté que longué, mais le prix a augmenté un petit peu, donc on est venu déjà chercher un petit peu de la valeur au niveau des shorts, et on voit qu'il y a une zone de longue autour des 25 550 qui éventuellement pourrait être attaquée. Quand on regarde la 7 jours, et ben c'est très propre, on a bien pris toute cette zone là. Globalement on pourrait se rediriger sur la 7 jours, aller vers les 27, que ça serait pas gênant. Vous comprenez qu'on garde la structure baissière à long terme, etc. Enfin déjà ça peut être un bon endroit où éventuellement venir prendre un premier TP qui rentabilise largement vos trades sans avoir à réellement bouger votre stop loss par exemple. Et puis on voit aussi qu'il y a quand même du long en face, il ne faut pas se voiler la face, il y a quand même du long en face, et ce sur la zone des à peu près 24. Là un mois, bon, si on la regarde vraiment pour simplement juste avoir un spectre plus intéressant, parce que pour moi voilà, il n'y a pas, vous voyez qu'on a quand même pas mal forci depuis le 2 juin dans la zone des longueurs qui est ici, et également sous les 22. Donc si vraiment on voulait tout nettoyer, et vous voyez que en gros on voit en tout cas que ça commence vraiment ici à partir du 2-3 juin. Depuis une dizaine de jours, on a pas mal de monde qui s'est garé sous les 24. Si vraiment on voulait faire ce mouvement où on vient absolument tout nettoyer, et bien à ce moment-là, ça voudrait dire venir toucher les 24,2 si on en croit là un mois. Sur Ethereum, poche de liquidité, donc même chose, là on regarde la 12 heures. Et ensuite, on ira faire la conclusion. La 12 heures, c'est la même chose. On avait peut-être plus de short que de long, mais par contre, on en a déjà liquidé une bonne partie. On est venu les chercher avec ce petit rebond. Sur la 7 jours, sur Ether, et ben là où Bitcoin a une zone ici beaucoup plus dense, bon, Ether est peut-être un peu plus tranquille de ce côté-là, mais par contre, bon, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose à faire sous les 1006, et à contrario, revenir passer sous les 1900. On a tellement latéralisé ici sur la 7 jours qu'elle est quasiment en train de se reset, excusez-moi, donc je sais plus trop où j'en étais sur la 7 jours, en tout cas, quelque chose à prendre à 1009, quelque chose à prendre à 1006 sur Ethereum, et pour aller au fond du raisonnement, on va faire la 1 mois. La 1 mois sur laquelle Ethereum, vous le voyez, on a la barre des 2000 et on a la barre des 1660. On revient ici sur le prix et on fait la conclusion de la vidéo avec potentiellement des plus petites time frames. Alors, je regardais si ça enregistrait, oui, parce que des fois. Alors, du coup, donc on a cette 1 heure à ne surtout pas perdre. On a potentiellement quelque chose à prendre, on l'a vu ici autour des 26,3, on a dit tout à l'heure. À quoi ça correspondrait? Ça correspondrait à revenir retester une nouvelle fois cette daily, par exemple. Pour le moment, le niveau sur lequel on peut s'appuyer, c'est celui des 25,600. Donc voilà, rien de changé de ce côté-là, on est toujours dans la même idée. On a une heure qui est peut-être en train de passer haussière, mais pour ça il faudrait être sûr de passer ce point-là, de faire un nouveau plus haut ici, et non pas un double top comme on a actuellement peut-être en train de se mettre en place. On va voir de toute façon à l'ouverture si on arrive à péter ça. Si jamais on arrive à péter ça, on pourrait peut-être casser cette 4 heures, auquel cas on serait sur une vraie structure en double bottom ici. À partir du moment où on fait éventuellement ce double bottom, on n'aura aucune confirmation que réellement ce double bottom est activé tant qu'on n'a pas passé les 27,2. Tout ça peut se mettre en place à quelles conditions? Il faudrait quand même avoir des news qui sont relativement bonnes. Donc bien évidemment ici, il faut comprendre qu'il va nous falloir un bon CPI, il va nous falloir également des documents Inman éventuellement, puisqu'on parle de régulation en ce moment, des documents Inman qui ont une vraie portée, qui nous annoncent quelque chose d'un petit peu craquant, on va dire en termes de news, craquant au sens comme quelque chose à se mettre sous la dent, on va dire. Donc ça, c'est les deux premières choses. Troisième chose, si j'avais un niveau à passer pour moi ici sur, ne serait-ce que sur le
Le daily, bah, concrètement, je pense qu'on peut noter celui-ci. C'est-à-dire, et là, sur le 1 heure, pardon, je vous ai dit le daily. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ici, on est en train d'essayer d'attaquer ce pic-là. Si jamais on arrive à passer au travers, à ce moment-là, la prochaine destination, c'est éventuellement la résistance suivante, qui elle-même se trouve au 26 635. Comprenez bien que j'ai tendance à être haussier dans ce type de structure parce que, je pense que pas mal de monde est justement baissier et j'aime bien les trades ici, moi, qui sont contrariens parce qu'en général, quand vous êtes à contrario un petit peu du reste du marché, c'est là que vous pouvez faire des profits, on va dire, très rapides. Donc du coup, c'est pour ça que moi, j'aime bien ce type de situation, entre guillemets, mais comprenez bien que sur ce type de trade, il faut verrouiller assez rapidement vos profits, hein, donc ça veut dire il faut pas aller chercher ici non plus un retournement total de la structure. Vous pouvez aller le faire encore une fois, mais avec un runner, c'est-à-dire avec quelque chose qui, à partir du moment où par exemple ici, vous savez que votre trade est rentable, donc à partir de maintenant, plus $500, vous avez rentabilisé assez largement votre trade. Vous pouvez ici du coup remonter éventuellement votre stop loss, mais moi j'ai tendance plutôt à payer mes trades, à sortir une partie de mes trades, tout simplement sans remettre en cause la structure dans son ensemble, on va dire, et puis derrière à laisser courir et prendre des points, ne pas laisser traîner ce trade en se disant bah ça y est, on va aller aux 28 000, 29 000, etc. Il faut pas hésiter ici à procéder par étapes. Là, comprenez bien qu'on a une résistance majeure qui va se trouver à 27,2 dorénavant. C'était un support avant et malheureusement on l'a perdu. Donc comprenez bien ici que il y a des zones de profit logiques à prendre et c'est pas parce que vous avez une petite structure de retournement que vous allez nécessairement avoir un retournement de la grosse structure. Ça, c'est la première chose. Si on va regarder le 15 minutes maintenant, bon, on a toujours souvent le même type de figure, hein, d'ailleurs, hein, sur Bitcoin. C'est-à-dire là, ici, à ce stade, peut-être un triangle ascendant sur la 15 minutes. Triangle ascendant, figure plutôt bullish. Target de cette figure, c'est l'amplitude de la figure reportée au point de cassure. Si on casse, encore une fois, hein, ici, il faut parler de si on casse. Donc, en l'occurrence, vous voyez que ça collerait plutôt pas mal de venir casser ça et de venir éventuellement retester ça. Voilà, déjà dans un premier temps, ça donne quand même un trade qui a une amplitude ici de $746 pour ceux qui ont réussi à faire une rentrée éventuellement avant, ou si on est sur un retest ici. Comprenez bien que le vrai trade, il doit se passer à la cassure normalement. Maintenant, parfois vous pouvez déjà essayer bien évidemment de rentrer, prendre une partie du profit ici et prendre le gros du profit ici par exemple également. Si on élargit un petit peu et qu'on va voir la structure d'une manière un petit peu plus large, donc on va revenir ici sur le 4 heures, on peut pas vraiment parler de double bottom juste parce qu'on a fait un bottom, vous le comprenez, ici et là. On pourra en parler réellement que quand on sera là. Hein. Ça, encore une fois, un W, vous intervenez sur une cassure ou le retest de la cassure. Donc ça, pour le moment, on peut pas vraiment en parler. On est toujours dans ce biseau en élargissement qui est ici sur la 4 heures. Alors, je vais essayer de mieux vous le dessiner, mais qui est ici. D'accord, on est toujours là-dedans pour l'instant. Pour le moment, difficile de même avoir un décompte de vagues 1, 2, 3, 4, 5, ouais, pourquoi pas, mais vous voyez qu'on la reteste ici, rotation partielle, non, pas vraiment, parce qu'on est revenu tester le plus bas précédent, donc il reste une possibilité, bien évidemment, qu'on continue à retester dans ce biseau. Sous-entendu, on perd celle-ci, qui est pas vraiment une trend de distribution puisqu'on est en dessous du prix, mais on la perd celle-ci et sous-entendu on revient retester la plus long terme, la plus longue. Donc ça c'est une possibilité aussi. Personnellement, encore une fois, c'est pas mon scénario privilégié. Je pense qu'on peut plutôt sortir de ce truc-là, de ce biseau en élargissement, hein, ici, cet élargissement-là. On peut plutôt en sortir tout de suite et par le haut. Maintenant, c'est difficile d'avoir un décompte propre, je trouve. 1, 2, 3, 4, 5, enfin, je sais pas, c'est une figure baissière. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, là on sort, on se fait quand même rejeter, vous le voyez, par le top. Moi j'aurais plus privilégié ici une rotation partielle, hein. En général c'est ce qu'on voit souvent dans des élargissements après la 5. Maintenant on revient réellement retester le bottom. Donc voilà, à partir du moment où on revient retester le bottom, c'est relativement simple. Tout ce qui est sur ce niveau-là, qui est un support dorénavant, est plutôt bon à jouer. Tout ce qui est sur ce niveau-là, qui est désormais une résistance, est plutôt bon à vendre, hein, tout simplement.
Bah voilà pour cette analyse, je pense qu'on a terminé le sujet. Globalement pour conclure, donc du coup, demain Inman Documents, demain CPI, est-ce qu'il sera bon, est-ce qu'il sera pas bon? Vous voyez qu'on a essayé de faire l'analyse, de dire, et on pense qu'il sera plutôt pas trop mauvais. Donc ça c'est la première, deuxième chose. Troisième chose, bien entendu, le meeting de la Fed, et ça sera pour mercredi. Et si on doit avoir ici une forme de rebond, ça pourrait se passer sous forme de bonnes nouvelles. Il est possible qu'on pump avant ces bonnes nouvelles, c'est-à-dire que beaucoup de monde finalement rentrerait dans ce type de trade ou rentrerait à l'achat. Nous on n'a pas vraiment besoin, on n'a pas envie, on va dire, voilà, si on veut encore une fois rester dans le positionnement un petit peu long, on n'a pas envie de laisser rentrer du monde là-dessus, c'est-à-dire que concrètement on veut pas trop traîner dans la zone. Si on veut un pump, on veut que ça soit un achat au spot et on veut qu'il soit relativement péchu. Le problème, c'est qu'actuellement, sur les sessions américaines, achat au spot, c'est difficile parce que l'Amérique a beaucoup débancarisé la crypto, donc c'est relativement compliqué d'avoir de l'achat au spot si vous n'avez pas un portefeuille qui est relativement énorme. Et en général, les achats au spot sur des portefeuilles qui sont relativement énormes, malheureusement, ils se font over the counter, ils se font sous la table, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'influence réelle sur le prix au spot. On a des bitcoins qui changent demain, mais qui ne sont pas ici comptabilisés comme étant vendus au spot. Donc ça, c'est un peu la difficulté. Et puis voilà, hein, d'une manière générale, voilà, vous avez vraiment les critères de décision, je pense, ici pour prendre votre fameuse décision, c'est-à-dire plutôt short ou plutôt long, entre guillemets ici 7-4 heures, et entre guillemets ici ce point-là, et dans des time frames plus petites, et bien ce triangle ascendant que vous voyez se dessiner ici. Donc voilà, pour moi, ici, vous avez, il y a vraiment voilà, deux grosses figures à regarder. L'être humain aime bien mettre des figures, il aime bien mettre des structures cohérentes en face de ses yeux pour prendre une décision. C'est tout à fait ce qu'on fait là. Comprenez bien également que, oui, ce type de biseau est une structure haussière, la grosse, là, ici, qui en général sort assez souvent haussier. On parle de 90% de ces biseaux qui sortent haussiers. Maintenant, ça veut dire quand même qu'on en a 8% qui dévissent en dessous, et donc ça peut arriver, ça existe. Et c'est pour ça que j'aurais tendance vraiment ici à vous conseiller de vous, si c'est pas déjà fait, vous former sur tout ce qui est risk management, etc. Combien je peux éventuellement risquer sur tel ou tel trade, sachant que le but de votre trading, c'est avant tout de protéger votre capital de trading. J'ai terminé là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Pouce bleu d'autant plus important que dorénavant, cette espèce de loi influenceur là, je sais pas du coup si les partenaires vont du coup s'enregistrer PSAN ou pas. Je sais pas exactement comment ça va se passer, mais malheureusement ça coupe la chaîne d'une partie de ses revenus, bien évidemment. En l'occurrence, croyez pas que c'est vraiment énorme, au sens où je pense qu'on est autour de 500 euros, je pense, sur les affiliations, on est à peu près autour de 500 euros, et pour être super clair avec vous, mes revenus YouTube, je pense qu'on est autour de 150 euros. Donc le fait de passer à peu près 1h30, 2h tous les jours à faire une vidéo, me rapporte à peu près 650 euros. Donc comprenez bien que c'est pas pour l'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les youtubeurs ceci, cela, etc. Comprenez bien que moi c'est une certaine forme de philanthropisme, et c'est bien entendu aussi construire un projet qui éventuellement pourra prendre encore plus d'ampleur dans le futur. Mais d'une certaine manière, il faut bien comprendre ici que du coup, il faut quand même que la chaîne ait des débouchés, ça motive un petit peu plus, hein, bien évidemment. Si vous voyez un petit peu d'argent rentrer sur ce que vous faites, c'est quand même plus ou moins une bonne chose, mais concrètement, j'ai pas grand chose à gagner dans un sens ou dans l'autre. Malheureusement, ce projet de loi est sorti, et voilà, il va falloir trouver des solutions. Donc les PSAN en ce moment, je serais pas trop dans l'idée de faire de la pub ni pour Binance ni pour CoinHouse, qui ont quand même eu pas mal de problèmes ces derniers temps. Donc voilà, on va voir quels sont les premiers qui effectivement se mettent PSAN. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que c'est plus ou moins dans leur idée? Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sinon on essaiera de trouver d'autres débouchés qui sont autres, je sais pas trop quoi, mais on verra ici. En tout cas, ça serait quand même pas mal à minima que ce truc-là me rapporte quand même un minimum d'argent tous les mois. Et là, en l'occurrence, c'est très décevant comme je vous l'ai expliqué, mais c'est comme ça. Ça fait partie aussi du fait de construire quelque chose, de prendre le temps, et puis voilà, bien évidemment ici prendre le temps, et après il faut être en accord avec sa législation. En l'occurrence ici on me dit t'as plus le droit de faire de pub pour ça ou ça, et bien du coup je ne le fais pas, et puis on verra ce qu'il en sort. Encore une fois, je vais aller voir le décret d'application là après cette vidéo pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est.
Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a absolument rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence ici, la question du jour, elle sera... Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des problèmes par rapport à votre assurance habitation et est-ce que vous en êtes content? Ça va être la question du jour, c'est parce que j'ai un papier dans ce sens-là sous les yeux et donc du coup voilà. Personnellement très content de la mienne. Il s'agit d'une mutuelle. Et en l'occurrence très content parce que vraiment ils ont un bris de glace chez moi, donc une grosse vitre qui a pété. Je pense que c'est un choc thermique, mais en l'occurrence vraiment ils ont tout de suite dit bon bah ok, bougez pas, on vous envoie le chèque et on paye le prestataire pour changer cette fameuse vitre. Donc en l'occurrence super surpris, mais pas de souci. Donc privilégiez peut-être les mutuelles dans ce sens-là. Question à la con, hein, mais bon voilà, c'est vraiment une question à la con pour le coup aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve demain, grosse journée demain, très très grosse journée, beaucoup de news, beaucoup de choses. On va voir un petit peu ce que ça dit ici dans la zone. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve demain, à très bientôt. Ciao.